Et si vous pouviez prêter vos cryptos en restant totalement maître de vos fonds ou même emprunter du cash sans jamais vendre vos bitcoins? C'est exactement ce que permet la finance décentralisée et pourtant la majorité ne comprend toujours pas comment elle fonctionne. Cette vidéo est la première d'une mini-série exclusive dans laquelle je vais vous montrer à quoi sert vraiment la DeFi, ce qu'on peut y faire concrètement et pourquoi la hype revient en force en 2025. Ça m'a pris du temps à structurer cette vidéo, mais si vous êtes curieux et que vous souhaitez mieux comprendre la finance décentralisée, restez bien jusqu'au bout. Vous allez sûrement découvrir des choses que vous ne pensiez même pas possibles. Je m'appelle Pierre, je suis fondateur de CryptoSmooth, je vous aide à investir de manière raisonnée, long terme et alignée avec votre patrimoine. Avant de commencer cette vidéo, juste un petit message pour vous dire que ce contenu est à titre éducatif uniquement et en aucun cas un conseil financier. Faites toujours vos propres recherches avant d'investir. Avant de rentrer dans le fonctionnement de la finance décentralisée, donc la DeFi, Decentralized Finance, il faut comprendre pourquoi elle explose maintenant en 2025. D'abord, c'est simple, la finance traditionnelle commence à être à bout de souffle. Inflation, virement bancaire lent ou bloqué, censure, mais aussi une accumulation de frais bancaires injustifiés. Par exemple, l'UFC Que Choisir a récemment dénoncé les agios abusifs facturés en France. Ensuite, on a un cas très révélateur, le blocage par la Belgique de 76 millions d'euros appartenant à Google via une décision de justice. Alors oui, même si on parle ici d'une multinationale, ça montre à quel point les États et les banques peuvent geler ou saisir vos fonds à distance, même à l'échelle européenne. Imaginez juste si c'était votre compte, vos virements suspendus, vos économies gelées, sans discussion possible. C'est exactement ce que la finance décentralisée cherche à éviter, vous redonner le contrôle de vos actifs sans dépendre d'un tiers qui peut tout bloquer ou censurer. Et pendant que tout ça se passe, la régulation s'organise enfin, le règlement MiCA en Europe, le Genius Act aux États-Unis et des zones de test réglementaires qu'on appelle sandbox un peu partout en France, au Royaume-Uni, à Singapour. Enfin, il y a un dernier point souvent ignoré mais crucial, la tokenisation. Et on a déjà de la tokenisation depuis quelques mois maintenant. Des géants comme BlackRock ou Robinhood tokenisent désormais des actions, des obligations, voire même des ETF, des paniers d'actions. Donc ça montre que le terrain est prêt. La DeFi ne sort pas de nulle part, elle répond à une évolution de fond du système financier mondial. Donc voilà la reprise de la finance décentralisée en chiffres. Donc ça, on a un petit graphique sur Defilama. Ce graphique, c'est vraiment une super illustration de l'évolution réelle de la finance décentralisée avec des données on-chain, donc des données provenant de la blockchain vérifiée donc par Defilama, donc 100% réelle et concrète. Donc déjà, on voit l'explosion de la DeFi à partir de 2020, puis après, voilà, ça va stagner pendant de 2023 à la fin 2024. En gros, c'était aussi une période de marché baissier sur l'ensemble du marché crypto. Et là, depuis la fin 2024, là, ça repart vraiment en hausse. Et on va sûrement atteindre de nouveaux plus hauts, je pense, courant 2025. Donc c'est vraiment cette explosion, elle est portée par Ethereum, l'arrivée aussi des layers 2, comme Base, et l'adoption massive des stablecoins aussi. Ensuite, on voit bien le bear market de 2022 avec une chute énorme de la TVL de plus de 60%. Ça montre que les marchés sont cycliques, mais aussi que l'écosystème de DeFi est résilient. Et enfin, on a une reprise plus claire depuis 2024 avec une TVL qui repart à la hausse et surtout des stablecoins qui restent très présents. Même quand les gens spéculent moins, l'infrastructure est toujours là. Donc les gens continuent de swapper, de faire des transactions, de faire des prêts et voilà, d'entretenir leur investissement crypto. Donc les stablecoins sont plus stables que l'argent bloqué dans les protocoles de finance décentralisée. Ça montre aussi à quel point les stablecoins sont devenus une réserve de valeur numérique dans la finance décentralisée. Leur présence constante, c'est une vraie preuve de confiance dans le système. Donc non, la finance décentralisée, ce n'est pas juste un effet de mode qu'on a vu au dernier cycle en 2021, c'est vraiment un système qui évolue, qui se renforce et qui s'installe clairement sur le long terme. Maintenant, on va poser les bases de la finance décentralisée. Donc c'est vraiment un système financier parallèle, ouvert à tous, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans avoir besoin de banque ou d'autorité centrale. Peut-être encore des gens qui se posent la question si c'est vraiment possible. Ben oui, et on va le voir dans cette vidéo. Ce système repose sur 3 briques
technologique très simple à comprendre, donc la cryptographie. C'est ce qui permet vraiment de sécuriser vos transactions et vos portefeuilles. Quand vous signez avec une clé privée, c'est ça. Donc la blockchain, c'est vraiment le registre public transparent qui est visible par tous, qui garde tout en mémoire sans la possibilité de tricher ou de la modifier. Et on a les contrats intelligents ou smart contracts en anglais. Ce sont vraiment des lignes de code qui s'exécutent toutes seules, sans intermédiaire. Donc la grande majorité tourne aujourd'hui sur Ethereum, qui est le socle de la finance décentralisée moderne. Et ce qu'il faut retenir, c'est que les technologies permettent de créer des applications financières ouvertes, automatisées et accessibles à tous. D'ailleurs, c'est sur ces applis qu'on retrouve la plus grosse part des fonds bloqués en finance décentralisée avec la Total Value Lock qu'on a vu juste avant. Là, ici, on compare deux mondes. Donc, la finance traditionnelle, on la connaît bien, c'est régulé, encadré avec des intermédiaires comme des banques, les assurances, les régulateurs. Et à l'inverse, on a la finance décentralisée qui est encore jeune, moins de règles, plus de liberté, mais aussi plus de risques. En gros, la finance décentralisée, c'est environ 10 ans, parce que Ethereum est né en 2014, Ethereum a intégré la notion de contrat intelligent. En finance décentralisée, vous contrôlez vos fonds vous-même. Même si vous vous trompez ou si un smart contract est hacké, personne ne viendra vous rembourser. Ça, c'est un petit peu le revers de la médaille. Il n'y a pas de service client, pas d'autorité centrale, juste vous, votre portefeuille et les règles codées dans les protocoles. Cela dit, il existe déjà des projets d'assurance décentralisés comme Nexus Mutual, qu'on va voir par la suite, ou encore Insure Ace, qui vous permettent de couvrir vos fonds sur certains protocoles, par exemple sur AAV ou Curve. Et là encore, c'est communautaire, c'est la DAO qui valide ou non les indemnisations, donc DAO, Decentralized Autonomous Organization. Petite comparaison avec la finance centralisée, avec un schéma, c'est un petit peu plus parlant. Donc voilà, ce schéma, il résume bien la différence clé. C'est que dans le système classique, chaque transaction passe par une cascade d'intermédiaires, banques, processeurs de paiement, plateformes. Chacun prend sa part et ajoute potentiellement du délai, voire peut bloquer ou censurer un transfert. En finance décentralisée, c'est tout l'inverse. Grâce à la blockchain, c'est vraiment l'échange est direct en peer-to-peer, pas besoin de tiers de confiance. Le code fait foi et les règles sont programmées à l'avance. Donc le résultat, c'est qu'il y a moins de friction, plus de transparence, mais aussi plus de responsabilité pour l'utilisateur. Pour comprendre comment fonctionne vraiment la finance décentralisée, il faut connaître ces 5 piliers. Ce sont des briques indépendantes, mais qui s'imbriquent parfaitement pour créer un écosystème complet, ouvert 24 heures sur 24. D'abord, on a les monnaies stables, c'est la base. Elles permettent vraiment d'échapper à la volatilité des cryptos classiques, de faire des échanges ou du rendement de façon stable. Si vous avez déjà entendu parler de l'USDC ou du DAI ou de l'USDT, vous êtes dedans. Ensuite, on a les DEX qui sont les échanges décentralisés comme Uniswap ou Curve, où vous pouvez échanger vos cryptos sans intermédiaire tout en gardant la main sur vos fonds. C'est parfait pour les utilisateurs déjà un peu à l'aise avec leur portefeuille décentralisé. La troisième brique, c'est les prêts et emprunts, c'est lending et borrowing en anglais. Vous pouvez déposer vos cryptos pour générer des intérêts ou emprunter contre un collatéral sur AAV, Compound. Ce sont vraiment des géants de la finance décentralisée aujourd'hui. Le quatrième pilier, c'est les assurances. Notamment, là, on va parler d'assurances décentralisées qui sont moins connues mais hyper utiles pour vous couvrir en cas de bug ou de hack sur un protocole. Et enfin, le cinquième levier, c'est les produits dérivés et l'effet de levier. Là, on entre dans le terrain des traders expérimentés, ouvrir des positions avec levier, parier à la hausse ou à la baisse, à manier avec prudence, évidemment. Les stablecoins, c'est un peu la base de tout en finance décentralisée. Ce sont des cryptos indexés sur le dollar ou sur l'euro, mais principalement sur le dollar. Donc leur prix reste stable, ce qui évite les montagnes russes de la volatilité crypto classique. On les utilise tout le temps pour épargner, pour échanger ou simplement envoyer de l'argent sans passer par une banque. On va prendre par exemple l'USDC. Pour chaque dollar déposé, un token est créé, c'est ce qu'on appelle le mint. Et quand on veut récupérer son dollar, on rend le token, il est détruit, ce qu'on appelle un phénomène de burn. Donc on va vraiment brûler
les jetons. Ce qu'il faut retenir, c'est que les monnaies stables sont devenues les rails de toute la finance décentralisée, que ce soit pour prêter sur un protocole ou échanger sur par exemple un échange décentralisé comme Uniswap, tout passe souvent par un stablecoin. Et ça permet aussi du coup de garder, quand on va prendre des profits en crypto-monnaie, et ben ça va permettre également de prendre ces profits et de les conserver dans une valeur qui est stable et qui est indépendant des marchés financiers. Voilà un petit schéma du premier pilier. Quand vous entendez parler de stablecoin comme l'USDC, voilà ce qu'il se passe en coulisses. Une entreprise privée comme Circle, en partenariat avec Coinbase, gère l'USDC, donc ça c'est vraiment leur stablecoin. Donc quand un partenaire agréé dépose des dollars chez Circle, Circle crée l'équivalent en USDC sur la blockchain, c'est ce qu'on appelle le mint. 1 dollar déposé, un USDC créé. Mais attention, ce processus est réservé à ses partenaires. Vous, en tant qu'utilisateur, vous n'êtes pas celui qui dépose chez Circle. Quand vous achetez de l'USDC sur une plateforme comme Binance, Kraken ou Coinbase, vous recevez simplement un jeton déjà existant. C'est un peu comme acheter un ticket de cinéma à quelqu'un. Vous ne passez pas par l'imprimerie, vous récupérez déjà un ticket en circulation. Donc oui, il y a un contrat intelligent derrière, mais vous n'interagissez pas directement avec. Il est géré par Circle et uniquement activé par leurs partenaires. Là, on est toujours sur le premier pilier, mais du coup, c'est la méthode décentralisée sur des stablecoins comme le DAI. Donc, contrairement à l'USDC qui est contrôlé par des entreprises comme Circle ou Coinbase, le DAI, c'est vraiment un stablecoin décentralisé. Et là, c'est vous-même qui allez le créer. Donc, comment ça marche concrètement? Vous déposez une crypto, ici par exemple un ETH qui vaut 2500 dollars dans un contrat intelligent du protocole MakerDAO. J'aurais pu en choisir un autre. Ce contrat bloque votre ETH en garantie et vous permet de générer jusqu'à 1650 DAI, soit environ 66% de la valeur déposée. Donc ces DAI sont directement envoyés dans votre portefeuille. Donc là, pour le DAI, même si on parle de stablecoin décentralisé, ça revient au même que l'USDC. 1 dollar de monnaie fiat est égal à un DAI ou un USDC. Donc ces DAI sont directement envoyés dans votre portefeuille. En réalité, vous avez une dette envers le protocole du coup MakerDAO et tant que vous ne remboursez pas les 1650 DAI, vos ETH restent verrouillés. Mais vous voyez que j'ai aussi mis les ETH sont récupérables si vous remboursez vos DAI. Et du coup, ça paraît un peu beau, mais il y a forcément une part de risque. Si la valeur de l'ETH chute, par exemple à 1500 dollars, alors que nous, on l'a acheté par exemple à 2500 dollars, alors votre garantie devient trop faible par rapport à ce que vous avez emprunté. Dans ce cas, le protocole peut automatiquement vendre une partie ou la totalité de vos ETH pour se rembourser. C'est ce qu'on appelle une liquidation. Après, vous pouvez aussi rajouter de la marge pour éviter d'être liquidé, mais ça veut dire du coup rajouter potentiellement de l'ETH sur votre position pour éviter la liquidation. Alors si vous savez ce que vous faites, ça peut être une stratégie gagnante, mais vous pouvez aussi perdre plus de capital de cette manière. Et le DAI n'est pas seul. DAI est le stablecoin décentralisé le plus connu, mais d'autres sont apparus récemment comme le CRV USD développé par Curve ou le GHO développé par AAV. Et je pense qu'on va voir de plus en plus du coup de stablecoins décentralisés. Tous suivent à peu près le même principe. Vous déposez une crypto, un contrat intelligent vous permet de générer une monnaie stable, le tout sans banque, sans entreprise et 100% sur la blockchain. C'est une manière de créer une liquidité stable à partir de vos cryptos, mais il faut comprendre que c'est un crédit garantie et que vous risquez une liquidation en cas de forte baisse du marché. Le pilier 2, les échanges décentralisés qu'on appelle DEX, Decentralized Exchange. Donc vous avez du Uniswap, là j'ai pris l'exemple de Uniswap, vous avez aussi PancakeSwap, vous en avez vraiment un paquet. Dans la finance traditionnelle, si vous voulez échanger des devises ou des actions, vous devez passer par un intermédiaire, une banque, un courtier ou une plateforme d'échange centralisée. Avec un échange décentralisé, comme Uniswap, tout est différent. Ici, pas besoin de compte, pas d'identité à valider. Vous connectez simplement votre portefeuille, votre wallet comme Rabi Wallet ou encore MetaMask. Vous choisissez deux tokens que vous souhaitez échanger, un token A et un token B. Là, dans notre cas, ça serait le A, l'USDC, le B, le TH.
Et le contrat, en tout cas intelligent, s'occupe de tout, hein. L'échange se fait automatiquement 100% sur la blockchain, sans tiers de confiance. C'est ce qu'on appelle du pair à pair. Et aujourd'hui, ces DEX ne fonctionnent pas uniquement sur Ethereum. Ils sont aussi disponibles sur des réseaux plus rapides et moins chers comme Arbitrum, Optimism, Base ou Polygon, hein. Ça reste le même principe. C'est juste l'autoroute qui change, mais la logique décentralisée reste identique. Grâce à ça, vous gardez le contrôle total sur vos fonds et vous pouvez changer des cryptos à tout moment sans passer par un service centralisé. En finance classique, si vous souhaitez emprunter de l'argent, vous allez devoir passer par une banque avec des intérêts quand même assez élevés. En finance décentralisée, une fois de plus, tout est automatisé. Vous prêtez ou vous empruntez des cryptos sans aucun intermédiaire grâce à un protocole comme AAV. Donc là, il y a le côté prêteur, le côté emprunteur. Côté de l'emprunteur, on se met dans la peau de l'emprunteur, c'est nous. Vous pouvez déposer une crypto comme de l'USDC. Ce dépôt est ensuite mis à disposition dans une trésorerie partagée dans le protocole AAV, utilisé pour financer les emprunts d'autres utilisateurs. Et en échange, vous touchez des intérêts versés dans la même crypto que celle que vous avez déposée. Donc ici, c'est l'USDC. Et en tout cas, en ce moment, le taux d'intérêt sur AAV pour prêter de l'USDC varie entre 3 et 6% par an selon les périodes. Et ça, c'est vraiment un revenu passif accessible sans identité, sans compte bancaire, sans paperasse. Il vous suffit d'un simple wallet et de crypto. Côté emprunteur, donc un autre utilisateur qu'on ne connaît pas, hein, cette personne peut déposer de l'ETH en garantie et du coup, il va pouvoir recevoir un prêt en USDC. Pourquoi du coup faire ça? Parce qu'il a besoin de liquidité immédiate en stablecoin sans vendre ses cryptos. Donc il va pouvoir emprunter une partie sans avoir besoin de vendre ses Ethereum. Et s'il croit à la croissance long terme d'Ethereum, du coup c'est plutôt une bonne stratégie. Il garde ainsi son exposition à long terme sur Ethereum, mais peut dépenser ou investir les USDC. Il pourrait même générer un rendement supplémentaire avec ses USDC empruntés. Mais attention au risque, hein, l'emprunteur ne peut pas emprunter n'importe quel montant. Donc en général, on peut emprunter jusqu'à 70 à 80% de la valeur de la garantie. Exemple, s'il dépose 1000 euros en Ethereum, il pourra emprunter environ 700 à 800 euros en USDC. Donc ça reste quand même intéressant. Cela s'appelle un prêt surcollatéralisé, une sécurité essentielle pour le protocole et pour les prêteurs, mais il y a un risque. Si la valeur de l'ETH chute trop, la position de l'emprunteur peut être liquidée automatiquement. Le protocole vend alors une partie de la garantie pour rembourser le prêt. En résumé, vous prêtez, vous déposez une crypto, vous touchez des intérêts dans cette même crypto. Vous empruntez, vous devez déposer une garantie en crypto. Le tout fonctionne sans banque, 100% automatisé, 24 heures sur 24. Pour les puristes de la DeFi, si vous regardez cette vidéo, excusez-moi, j'ai peut-être fait quelques petits raccourcis, donc n'hésitez pas à apporter du coup vos remarques, vos suggestions en commentaire, si même il y a possiblement des petites erreurs dans les schémas. Je tenais aussi à faire du coup ce petit schéma parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup des débutants qui avaient du mal avec les différents réseaux et c'est vrai qu'au début, ça peut être un petit peu complexe à comprendre. Donc même si vous utilisez un seul portefeuille comme MetaMask ou Rabi Wallet, vos crypto-monnaies peuvent en réalité être réparties sur plusieurs réseaux. Donc là, je vous ai vraiment mis les réseaux principaux, hein. Il y en a vraiment un paquet. Et c'est là que beaucoup de débutants se trompent. Ils ne voient plus leurs fonds. Je pense que c'est déjà arrivé à beaucoup de gens, tout simplement parce qu'ils ne sont pas connectés au bon réseau dans leur portefeuille. Donc chaque réseau, Ethereum, Arbitrum, Polygon, BNB Chain, ça fonctionne vraiment comme une route différente. Donc vos portefeuilles peuvent accéder à tous les réseaux, mais vous devez choisir le bon réseau pour voir ce qu'il contient. C'est ce qu'on verra aussi dans les prochaines parties sur la finance décentralisée. Donc votre adresse reste la même, mais votre vision change selon le réseau sélectionné. C'est un peu comme si vous aviez une boîte aux lettres multi-univers, hein. Vous entrez votre adresse, mais le courrier n'est visible que si vous ouvrez la bonne dimension, c'est-à-dire le bon réseau. Et c'est pour cela qu'un utilisateur pense parfois avoir perdu ses cryptos alors qu'elles sont bien là, mais sur un autre réseau qu'il n'a pas encore affiché. Et si vous souhaitez transférer vos crypto-monnaies d'un réseau à un autre, hein, ce que je vous ai mis
ici, bah, vous devez passer par ce qu'on appelle un bridge, une sorte de tunnel sécurisé entre deux blockchains. Et je vous ai mis des exemples comme Jumper, RocketX et aussi Dbridge. Bah, il y en a vraiment un paquet. Par exemple, si vous voulez passer du réseau Ethereum à AVAX, là j'aurais pu mettre par exemple de l'USDC, on pourrait prendre de l'USDC d'Ethereum et l'envoyer sur AVAX. Bah, vous pouvez utiliser des outils comme Jumper ou RocketX qui facilitent ces transferts, où il y a encore même par exemple des bridges. Donc le petit résumé de ce schéma, c'est qu'avec un seul portefeuille, une seule adresse, mais plusieurs réseaux, donc vous allez pouvoir voir différents comptes selon vos réseaux. Vous devrez changer manuellement de réseau pour les voir ou les utiliser. Et à noter que ben, forcément, selon les réseaux, il y a des particularités différentes. Hein. Vous savez, si vous ne le savez pas encore, sur Ethereum, ben, c'est vrai qu'on a des frais de gaz qui sont assez importants. Donc, c'est vraiment les frais de blockchain. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des solutions comme Base, hein, qui est un layer 2 d'Ethereum, qui ont été mises en place où les frais de transaction sont de l'ordre de 100, par exemple 100 fois moins élevés qu'Ethereum, et ça se paye vraiment en centimes. Donc c'est pour ça que voilà, ces solutions sont vraiment intéressantes. À retenir dans cette vidéo, si vous avez fait attention, j'ai pas mis les piliers 4 et 5 qui sont les assurances et le trading décentralisé, parce que voilà, c'était aussi pour réduire la longueur de cette vidéo. Donc ça fera l'objet du coup d'une partie 2. Mais voilà, vous avez déjà eu une introduction claire à la finance décentralisée et de savoir comment elle fonctionne. On aura vu dans cette vidéo les 3 piliers technologiques qui rendent possible la finance décentralisée et ses 3 premiers grands usages, les stablecoins, les plateformes de prêt et d'emprunt et les échanges décentralisés. Donc la promesse est puissante, reprendre le contrôle sur vos actifs sans intermédiaire. Mais n'oubliez pas, hein, ce pouvoir de contrôle sur vos fonds s'accompagne de responsabilité. Il faut apprendre à gérer les risques, les bugs, mauvais réseaux, erreurs de manipulation et surtout vous protéger sérieusement avec par exemple un hardware wallet comme Ledger. Là, honnêtement, ça c'est quelque chose de primordial. Si vous voulez faire de la finance décentralisée, vraiment utilisez toujours un hardware wallet parce que ça peut vous coûter très cher. Et dans la partie 2, on ira plus loin, on parlera d'assurance, de produits dérivés, d'effets de levier, mais aussi de cas concrets d'entreprises qui utilisent déjà la DeFi dans la vraie vie. Donc si ce n'est pas encore fait, ben, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochains épisodes sur la finance décentralisée. Et si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, ben, n'hésitez pas à mettre un petit like ou même de la partager à un ami débutant. En tout cas, prenez soin de vous et faites attention aux risques en finance décentralisée. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!